Et donc, effectivement, on va enchaîner. Et je les ai vus arriver. Merci beaucoup. On va les appeler sur scène. Je voudrais que me rejoignent, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. J'ai vu Jacques Rougerie qui nous a rejoints. Je veux bien aussi, s'il vous plaît, que vous applaudissiez Patricia Ricard, que j'ai vu arriver. Maud Lelièvre, qui normalement, oui, qui est là, parce que je l'ai vu arriver. Merci de me rejoindre. Fabuleux. Et puis Gilles. Bonjour Patricia. Et Gilles Boeuf. Ah, cher Gilles. Alors on a beaucoup de chance. Voilà, tout le monde s'embrasse, tout le monde s'apprécie, tout le monde s'aime. Faut aussi profiter de ces moments-là. Alors voilà, on est dans un bel endroit. Ces sujets sont sérieux, mais c'est aussi, faut faire les choses simplement et en convivialité. Alors si j'ai besoin de les présenter, d'abord, très heureux de vous réunir. Merci Maud, je crois, pour une première participation. Tout juste rentrée du Congrès mondial de la nature 2025 à Abu Dhabi. Tu vas nous raconter ça. Je rappelle que le précédent, c'était ici même, en 2021, au Parc Chano. Donc c'est aussi un petit clin d'œil 4 ans après Marseille. Merci beaucoup Jacques Rougerie, architecte, membre de l'Institut, président ou coprésident du grand cabinet d'architecture Rougerie Tangram. C'est aussi le président et le créateur d'une aventure extraordinaire qui s'appelle Sea Orbiter. Merci beaucoup. Et tu es aussi le président de la fondation éponyme, de la fondation Jacques Rougerie. Comment, c'est pas ça? Ok, bon, c'est pareil. Tu es à l'origine de ça. La Fondation Jacques Rougerie, tu nous en diras un mot parce qu'il y a une communauté internationale de créateurs, architectes qui repensent notre rapport au monde en s'inspirant du monde qui est assez fabuleuse. Cette communauté, tu nous montreras quelques images en faisant peut-être un peu court parce que nos amis n'ont pas de diapo, donc il ne faudrait pas les frustrer trop. Patricia Ricard, merci beaucoup d'être là, présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard. Et grâce à toi, évidemment avec tes liens, on était hier soir au siège du groupe Pernod Ricard pour prendre un verre entre nous. Tant pis pour ceux qui n'étaient pas là, mais c'était juste une petite réunion familiale entre exposants et partenaires, mais c'était vraiment sympa. Merci de nous avoir reçus au siège du groupe. Et évidemment Gilles Boeuf. D'abord, Gilles Boeuf, il est le président du CEBIOS, admirablement piloté par Kalina Raskin que vous venez d'entendre, ancien président du Muséum national d'histoire naturelle. J'ai l'impression que les présidents du Muséum national d'histoire naturelle, c'est un peu comme les premiers ministres, c'est un titre à vie dont on peut être fier, et tu as bien raison. Professeur dans de multiples universités et institutions, Sorbonne Université beaucoup en ce moment, mais il y a eu d'autres parcours, Collège de France évidemment, fabuleux conteur de nos histoires du vivant. Donc je voudrais démarrer par un petit tour, on va éviter l'effet tunnel, mais d'abord votre sentiment un peu à tour de rôle sur cette idée de destin lié. Est-ce qu'on est en train de reprendre conscience ou est-ce qu'on est encore sur notre piédestal, un peu déconnecté de tout ça, de notre rapport au vivant? Peut-être qu'on peut commencer avec toi, Maud, si tu veux bien, et en même temps nous débriefer un peu de ce congrès mondial de la nature UICN 2025 à Abu Dhabi. Est-ce que le vivant, la biodiversité, les écosystèmes, vous pouvez les appeler un peu comme vous voulez, sont en train de remonter dans l'agenda politique, international, économique? Quel est un peu ton sentiment sur les années qui viennent de s'écouler et sur ce que tu imagines de la suite? On peut faire comme ça 2-3 minutes chacun, si vous voulez bien, sur votre sentiment un peu sur la période que nous traversons. Et puis ensuite, on reviendra peut-être un peu plus en détail sur des messages clés que vous avez envie de partager avec nous. Merci de ton invitation. Très heureuse d'être là. Franchement, je pense que vous avez tous beaucoup de chance. Je suis arrivée en avance ce matin, j'ai vu les expositions, toutes celles qui sont produites par Biomime Expo, tous ces lieux
extrêmement intéressant dans la partie aussi exposition, et je trouve que ça, c'est vraiment un lieu unique. Je regrette juste de ne pas être venue avant, en fait. Voilà. Peut-être pour rentrer dans le sujet d'actualité, je pense que plutôt que de savoir si c'est remonté à l'agenda, moi, ce que je retiens surtout, et ce que Patricia, qui est avec moi aussi au congrès d'Abu Dhabi, pourra aussi commenter, c'est qu'on a réussi à mettre sur l'agenda en même temps biodiversité et climat depuis très très peu de temps. Juste avant le congrès de l'UICN qui avait lieu à Marseille il y a 4 ans, il y avait eu la publication du rapport conjoint IPBES-GIEC, IPBES étant le GIEC de la biodiversité, donc les 2 instances de scientifiques qui travaillent chacune sur la production de données. Et avant ça, on avait quand même du mal, nous les porteurs des questions de biodiversité, à dire qu'il n'y avait pas un sujet en dessous de l'autre, il n'y avait pas le climat avant la biodiversité, mais que vraiment les choses étaient liées. Ce rapport a vraiment marqué une première étape. Il a été suivi ensuite du rapport du GIEC qui intégrait la notion de biodiversité et la perte de biodiversité comme un risque majeur d'augmentation du risque climatique. Et après, il y a eu la déclaration de l'ONU en mai 2022 qui a porté les 2 sujets dans l'agenda. Je pense que si on n'avait pas eu cette étape décisive avec les scientifiques, on serait encore aujourd'hui en train de débattre sur savoir s'il fallait faire planter massivement des linéaires d'arbres en Afrique subsaharienne pour faire de la compensation carbone, et que je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et d'ailleurs, mon indicateur le plus fort, c'est que au congrès de l'UICN, où les scientifiques, moi c'est mon 4e congrès, ils ont lieu tous les 4 ans, donc le temps est très long. C'est la première fois où la question climatique était autant émergente. On en a parlé en matière d'espèces avec la liste rouge qui a été choisie, montrer comment les espèces étaient affectées par différentes risques, mais principalement aujourd'hui par le risque climatique, avec la disparition par exemple des phoques. Les listes rouges, c'est les baromètres qu'on publie de façon régulière pour savoir si ça va bien ou ça va pas bien dans la survie de telle ou telle espèce. La disparition des sites naturels avec la publication d'un rapport scientifique. L'UICN est vraiment basé sur la science, donc on ne fait pas des plaidoyers un peu dans le vide, mais à chaque fois c'est basé sur des données. 15 ans d'expertise, on a aujourd'hui à peu près 43% des sites de patrimoine de biodiversité qui sont directement en risque à cause du risque climatique. Et puis, troisième élément, l'idée que si on n'avait pas un changement de gouvernance mondiale à travers les COP notamment, on aurait ce risque climatique de plus en plus important et qui pèserait de plus en plus sur la biodiversité. Donc voilà, le lien entre les deux, vraiment, c'est un changement non pas d'importance sur l'agenda, mais un changement de perspective. Et très tangible. Peut-être, Patricia, on peut continuer avec toi, puisque tu étais également à Abu Dhabi, sur ton sentiment. Oui, et puis je voudrais féliciter Maud Lelièvre, parce qu'elle a été réélue brillamment responsable ICN France, donc je vous propose de l'applaudir. Bravo. Parce que Maud fait un boulot de malade, extraordinaire, avec des équipes extraordinaires. Oui, je ne sais plus si je l'ai dit, mais Maud Lelièvre dirige le comité français de l'UICN et a également une fonction au sein de l'UICN Monde. Je siège, en fait, on est 30 à siéger au sort de conseil d'administration mondial. C'est les membres qui élisent et les États qui élisent les représentants. J'ai cette chance de pouvoir y représenter l'Europe et la France. Et je reste toujours persuadée que ce n'est pas une question de personne, une question de point de vue. Parce que la France, avec son expertise, notamment celle du Muséum d'histoire naturelle, les entreprises et les scientifiques, apporte quelque chose de différent et qu'on a besoin d'avoir des voix françaises. Oui. Et France, réserve mondiale de biodiversité, grâce notamment à la France ultramarine. Jacques, tu nous en diras un mot, je pense que c'est un sujet qui te tient à cœur. Oui, Patricia. Alors, pour rebondir sur Abu Dhabi, moi j'étais absolument très contente et un peu surprise même, parce que l'ouverture s'est faite avec Palau et un énorme plaidoyer pour l'océan, pour l'élévation du niveau de la mer, pour une grande place aussi faite aux peuples autochtones et voilà, donc vraiment une prise de conscience que le monde basculait. Je suis d'accord avec toi, le climat va être ce ciment entre ces blocs que sont la biodiversité, le climat, le programme One Health, parce qu'effectivement, on voit aujourd'hui une Pardon, la biodiversité va être le ciment ou le climat? Non, c'est le climat, parce qu'en fait, le climat, c'est probablement le seul endroit où il y a un consensus. Et en plus, le climat, contrairement à la biodiversité, à l'océan, ça se mesure. 1,5 degré, tout le monde sait ce que ça veut dire. Voilà, le carbone a un prix, un poids. Enfin voilà, donc on peut mesurer de façon un peu universelle, en tout cas internationale, le carbone et le climat et la température, ce qui n'est pas le cas de la biodiversité et de l'océan. Donc on n'a pas d'indicateur commun, et voilà. Et donc le climat finalement peut nous servir un petit peu de porte-clés pour aller récupérer tous les autres sujets. Et là, c'est vrai, effectivement, c'était très précis. Moi, je voudrais insister sur ce nexus qui pour moi est fondamental et qu'on a vraiment mis en avant avec la plateforme Océan Climat, qui est climat, océan
et biodiversité. Parce qu'en fait, tout se passe là-dedans. Et maintenant, j'ai vraiment envie de mettre en plus le fameux programme One Health, qui est un programme onusien, avec effectivement, on en a parlé tout à l'heure, je crois que Tariq en a parlé, sur la santé globale. Et alors, il se passe quelque chose d'assez étonnant aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entreprises qui avaient pris le climat un peu, et là je pense il y a pas mal de gens investis dans la salle, depuis, et surtout si ces entreprises sont clientes du marché américain, pour le président, dont je préfère ne pas dire le nom parce qu'on en parle trop, a envoyé à beaucoup d'entreprises françaises une liste de mots et à bannir de leurs publications institutionnelles. Le climat en faisait partie, le genre en faisait partie, l'inclusion en faisait partie, la diversité. Enfin voilà, il y a une vingtaine de mots. Et donc du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui on recule un peu sur ces engagements climat, mais en revanche, la santé, ça va, on peut en parler. Donc du coup, tout le monde se retrouve autour de ce programme qui est en fait très juste, qui est ce programme une une seule et même santé, parce que pour avoir cette seule et même santé, il faut avoir l'adaptation et l'atténuation climatique, il faut avoir les solutions, et il faut avoir ce qui pour moi est probablement le plus grand enjeu de demain, qui est la sécurité alimentaire du plus grand nombre. J'ai une pensée très émue pour la Jamaïque, qui est en train de se prendre le plus grand cyclone jamais observé. Voilà, il y a une urgence dont on sent un petit peu moins la pression. Moi, je trouve qu'on perd un peu cette notion d'urgence, et ça, c'est un peu embêtant. Et surtout, on n'arrive pas à faire ce lien entre solutions et science et connaissance, quoi. Je veux dire, et on parlait souvent des solutions inspirées par la nature, et moi maintenant je dis solutions indiquées par la nature, parce que c'est indiqué comme l'issue de secours qu'il y a au-dessus des portes. Là, voilà. C'est-à-dire qu'on a un poteau indicateur qui nous dit ce qu'il faut faire, qui nous montre les exemples, voilà. Et on n'arrive pas encore à faire bouger ça. Alors, mon espoir encore, et là j'ai une pensée émue pour le CBIO, c'est pour Kalina, c'est peut-être la fameuse intelligence artificielle qui va nous permettre de faire une accélération extraordinaire sur le review et l'accès à cette connaissance qui est enfermée dans tous les data centers du monde, dans toutes les librairies du muséum, voilà, on a énormément de connaissances scientifiques, mais on n'a pas suffisamment d'accélération sur son utilisation partagée et optimisée avec un modèle qui est la nature. On en parlera tout à l'heure avec notamment Elliot Graff qui dirige Asteria sur le lien entre IA et biodiversité, aussi avec Olivier Rovellotti et François-Alexandre Bertrand, je vais les citer. Ce sera animé par Audrey Vermeulen. Jacques, peut-être pour rebondir, on va parler de solutions après, parce que des solutions, il y en a plein de showrooms inspirés du vivant. J'aime beaucoup ton idée, Patricia, de biodiversité comme notre enseigne sortie de secours. J'aime bien l'idée d'avoir un truc sorti de secours avec écrit biodiversité dessus. Je me projette là-dessus. Jacques, toi qui nous parles de l'océan depuis des années, depuis tant d'années, qui nous fait rêver, qui nous montre aussi des projets assez fous. Même question, quel est un peu ton sentiment? Est-ce que tu as le sentiment d'être un peu moins seul au monde qu'il y a quelques années? Est-ce que le message porte? Est-ce que tu vois des communautés bouger autour de toi? Ben, je vais commencer par te féliciter parce que depuis 9 ans, c'était pas ce qu'on avait prévu, mais... Non, je tiens à le dire, tu fais un travail extraordinaire et on voit l'évolution. Alors en effet, moi, l'avantage que j'ai, c'est le recul. Oui, absolument. Bravo Patricia de le faire applaudir. Alors je sais, ça marche là? Oui. Voilà, donc l'avantage que j'ai, c'est un parcours assez long, comme vous pouvez imaginer. Et moi, j'ai été baigné comme Astérix, Obélix, dans ce monde de la biodiversité et un peu du climat, puisque j'étais dans des zones africaines, dans la savane, dans la brousse, donc j'étais empreint de tout ce vivant, et ça m'a marqué pour le restant de mon existence. Donc après le parcours, donc dès qu'on a parlé on parlait pas tout à fait de biodiversité dans les années 70-80, quand justement le grand-père de Patricia m'a beaucoup aidé. Paul Ricard était empreint déjà de cette biodiversité aux Ambiers, et on a essayé d'ancrer l'architecture, puisque c'est mon domaine de prédilection, l'architecture par rapport au littoral, par rapport aux grands enjeux, déjà dans les années 70-80. Et j'ai vu toute cette évolution qui nous a amené depuis 10 ans
à vraiment, en architecture, basculer dans ces grands enjeux climatiques et basculer sur ces problèmes de biodiversité. Et l'ancrage est fait. Alors la question que tu posais tout à l'heure, est-ce que c'est suffisant ? Pas tout à fait, puisqu'on est un peu une tribu entre nous, il faut l'avouer, où on essaye d'œuvrer de plus en plus à travers le monde sur ces grands enjeux, mais ça reste encore un peu des ancrages insuffisants. Mais on y arrive à travers toutes ces instances comme les COP, comme l'UNOC. On a pu voir à Nice une évolution. Donc, je crois que le monde, enfin, c'est pas que je crois, vous voyez vous-même, vous êtes assez grand, que le monde bascule vers ces grands enjeux. Donc, je suis extrêmement positif sur l'avenir de notre civilisation. Alors, moi, j'ai eu la chance après de créer cette fondation dont on parlera peut-être tout à l'heure, de transmettre cette passion que j'ai, cette audace sur ces grands enjeux aux jeunes générations. Mais on voit, les jeunes sont extrêmement, ne sous-estimons pas leur engagement, sont extrêmement imprégnés de ces grands enjeux. Mais ils n'ont pas encore le pouvoir tout à fait dans nos sociétés, dans la direction de nos sociétés. Donc, mais on y arrive, voilà. Tu nous montreras quelques projets. J'ai gardé tes slides. Tu nous montreras quelques projets, notamment des jeunes ambassadeurs de la Fondation Jacques Rougerie. Et nous, aussi, de notre fenêtre d'observation BioIM Expo et de la veille qu'on fait toute l'année, on voit bien que on a ajouté un concours de projets en 2017, à la 2e édition de BioIM Expo. Et on est chaque année bluffé. On a encore battu un record cette année, notamment alors, par des projets de start-up, mais aussi par des projets portés par des groupes d'étudiants. C'est un sujet, cette idée de bio-inspiration, de biomimétisme, Kalina en parlait un petit peu tout à l'heure, qui est très séduisant parce que c'est une forme de confluence. On parle de transition, de développement durable, d'écologie, mais on parle aussi d'innovation, de technologie, de création de valeur. Donc on se retrouve sur une belle confluence. Donc on montrera quelques projets tout à l'heure, et puis on aura une finale à 14h, pile, dans la salle 120 là-bas, une finale avec 18 finalistes, étudiants, chercheurs et start-upers, qui vont pitcher en 3 minutes chacun de leurs projets. On remettra le prix tout à l'heure ici à 16h45. Gilles, je te sentais un peu moins optimiste sur l'évolution des choses. Oui, parce que je les fréquente tous les jours, hein, ces gens-là. Pourquoi un destin commun entre l'humain et l'océan ? Deux faits. D'abord, l'océan, comme nous, il est vivant. Nous sommes vivants, on l'a oublié complètement. Je vous assure que si chaque seconde vous vous en rappeliez, vous feriez beaucoup moins de bêtises que ce qui se passe à l'heure actuelle, à tous les niveaux. Hein. Nous sommes vivants. L'eau de mer ne sait pas stocker du gaz carbonique. L'eau de mer ne sait pas produire de l'oxygène. C'est le vivant dans l'eau de mer qui rend cet océan capable depuis un certain temps. Il nous a stocké 93% de l'énergie en excès faite par nos activités effectivement industrielles, agricoles depuis 3 siècles et demi. Cet océan également, il nous capte 30% du carbone émis en excès. Et l'océan nous fait, on l'oublie, hein, la moitié de l'oxygène produit sur la planète. On ne parle que de la forêt et des arbres. J'adore la forêt et des arbres. Hein. Moi-même, je suis président d'une réserve naturelle dans les Pyrénées, qui est en fait l'endroit le plus riche en espèces dans toute l'Europe. Hein. J'ai plus d'espèces dans ma forêt de la Massane, 340 hectares, que dans toute la Bretagne. Mais on oublie que l'océan a un rôle fondamental. Nous sommes comme lui, vivants. Deuxième aspect, nous sommes salés. Ça vous plaît peut-être pas, mais on est comme ça. Regardez votre prochaine prise de sang, vous allez voir. Vous allez voir 142 millimoles de sodium. Qu'on soit grand, moche, petit, fille, garçon, à point bleu ou jaune, tous 142 millimoles de sodium, 105 millimoles de chlorure, 4 millimoles de potassium. Même les médecins ne savent pas. Ils connaissent ces chiffres, hein, puis quand ils soignent quelqu'un, il faut qu'ils correspondent à ces chiffres-là. Mais d'où ça vient ? De la vie qui est née dans l'océan. Donc tous, on a un petit océan au sein de chacun d'entre nous, 3 fois moins salé que le grand frère. Premier respect vis-à-vis de l'océan. Nous aussi, nous sommes océaniques. Ça, c'est clair. Hein. Vous savez que la cause de mortalité des bébés, pendant très longtemps, quand on avait des grosses mortalités infantiles, c'était quoi ? C'est pas d'être mangé par une panthère. Hein. C'était la déshydratation. Un bébé, c'est 3/4 d'eau liquide. Si on y pensait chaque seconde, on est vivant, je suis fait de flotte, ça changerait beaucoup de choses. Et quand j'écoute des hommes politiques actuels, voilà pourquoi moi je suis moins confiant que toi, Jacques, ils savent même pas qu'ils sont faits d'eau, de cellules et de membranes, en fait. Hein. Et je rejoins tout à l'heure Kalina, on se bat beaucoup, nous, depuis longtemps. En France, on arrête l'enseignement des sciences de la vie et des sciences de la Terre en seconde. C'est maths, physique ou lettres. Ça marche pas.
Comment voulez-vous qu'on soit capable de comprendre ces réalités du changement climatique d'un côté, deuxièmement, de ce qu'est la vie? Donc ça, c'est les questions essentielles. On est totalement lié à l'océan, bien évidemment. L'océan, aujourd'hui, c'est, on peut imaginer à peu près 200 millions de tonnes de ressources vivantes, et je ne compte pas là-dedans 100 millions de tonnes illégales, contrôlées par des mafias. En ce moment, on se rend compte qu'un bon 20% des pêches mondiales sont contrôlées par les Yakuza, par les triades chinoises, par les Cosa Nostra européennes aussi. Hein. Donc très compliqué la situation. C'est plus lucratif de trafiquer des espèces que de trafiquer de la drogue. C'est aussi lucratif que la drogue ou des armes, mais c'est beaucoup moins puni au niveau des tribunaux. J'étais il y a quelque temps au ministère de la Justice et je me rends compte qu'en ce moment, autre raison d'être moins confiant que Jacques, on appelle auprès des tribunaux maintenant comme experts, non pas des scientifiques, mais des influenceurs. Comment ils sont formés? Quelle légitimité ont-ils? Ça, c'est un combat que j'ai très fort en ce moment. Hein. Il faut que les scientifiques participent directement. Et vous connaissez mes 4 piliers depuis longtemps. La science qui n'est pas une opinion, d'accord? Écoutez, tous nos hommes politiques, hein, droite et gauche, c'est une opinion. Monsieur Trump qui annonce quand même, pour ça que moi je ne suis pas confiant non plus dans les aspects médicaux, puisque Monsieur Trump dit récemment, si vous bouffez du Doliprane, vous allez attraper l'autisme. Comment voulez-vous faire confiance à ces gens-là? Il avait fait mourir des pauvres gens qui avaient pris de l'eau de Javel il y a quelques années, hein, confondus avec la chloroquine pour l'histoire du Covid-19. Alors, on arrête. Donc, de la science, de la politique. Et c'est ceux qui pensent aujourd'hui que la politique environnementale, c'est pas que le fait d'Europe Écologie Les Verts. Hein. Ils ont leur rôle, bien sûr, hein, mais tous les partis politiques, si vraiment ils sont intéressés sur une réharmonisation entre l'humain et sa planète, devraient faire de l'écologie scientifique. Les ONG, les citoyens, nous tous ici, hein, ce que nous on appelle au muséum les sciences participatives. Hein. Le muséum, c'est 2500 personnes, 500 chercheurs, 20 000 participatifs qui nous appellent tous les jours. J'ai mangé mon premier pruneau à Agen, j'ai vu ma première pomme, j'ai vu ma première hirondelle arriver, mon premier hippocampe dans le bassin d'Arcachon. C'est extrêmement puissant et robuste pour lire les changements actuels. Et le 4e pilier, et je suis là pour ça, c'est l'entreprise. Hein, aujourd'hui, dans la vélocité à laquelle on doit aller, si l'entreprise ne s'en mêle pas, on n'ira pas assez vite. Alors, il y en a quelques-uns chez qui je n'irai pas, puisqu'ils ont aujourd'hui dans un cynisme complet et dans une irresponsabilité complète, dans la mesure où on fait encore du profit à court terme. Sans citer de nom, hein, en France, on produit des pesticides actuellement, totalement interdits en Europe, hein, hyper dangereux, neurotoxiques, stérilisants, cancérogènes, mais qu'on envoie dans les pays en voie de développement. Comment peut-on le supporter? Et par milliers de tonnes. Hein. Donc c'est là effectivement qu'on est dans un cynisme global général qui fait que je suis un peu moins confiant. Parce que là-dessus, qu'est-ce qu'on a comme arme, hein? Et pour clore là-dessus, je dirais que... mais je suis quand même... Alors, est-ce que tu es optimiste ou pessimiste? C'est trop tard pour être pessimiste. Hein. Fallait qu'on le soit il y a 50 ans. Ça ne sert à rien aujourd'hui d'être pessimiste. Hein. Dire à nos jeunes, il faut que vous y alliez. Mais pour ça, il faut accepter de participer au système, en fait. Hein. Et moi, maintenant, en fait, moi, j'enseignais en école de médecine, c'était mon boulot, dans les écoles vétérinaires, en sciences. Puis je suis allé dans les écoles d'ingénieurs depuis une quinzaine d'années. Je suis allé à l'école de la magistrature. Je suis allé maintenant, depuis quelque temps, dans les écoles de commerce. 19 fois à HEC. HEC a invité un écologue, pas un écologiste, un écologue. C'était absolument impensable il y a 10 ans. Donc ça change. Et c'est vrai que là, il y a une vraie bataille, nous sommes en guerre, hein. Aujourd'hui on paye des influenceurs en ce moment, payer 5 000 € par mois en France pour ne divulguer que des messages des mouvements extrémistes. Donc on arrête, hein, on se voile pas la face, on se bat, et le CEBO, c'est tout ce qu'on fait ici aujourd'hui avec le monde de l'entreprise, c'est essentiel pour qu'on puisse demain imaginer un monde un peu plus attractif que ce qu'on s'est construit depuis les 50 dernières années. Merci à tous les 4. Merci à tous les 4. Évidemment, il y a plein de signaux plus qu'alarmants. Mais je voudrais rappeler un truc assez simple, c'est qu'il y a aussi une communauté hallucinante de gens de bonne volonté qui font des trucs incroyables. Qui font des trucs géniaux et incroyables. En fait, demain a déjà démarré. Il faut faire grandir ce qui est déjà en train d'émerger. Et donc, je voudrais que sur la deuxième partie de cet échange, on partage un peu comme ça vous vient, des initiatives ou des projets ou des bonnes nouvelles, parce que c'est pas juste une question de il faut se nourrir de bonnes nouvelles, ça fait du bien, etc. C'est simplement qu'on est dans une société, y compris médiatique et politique, tu l'as rappelé Gilles, où malheureusement, c'est comme ça, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse.
Et moi, ce qui m'anime, ce que j'aime bien, c'est parler de la forêt qui pousse. Et donc, je voudrais, si c'est possible, que vous nous donniez quelques... encore une fois, c'est pas se forcer à de l'optimisme, mais que vous partagiez avec nous des coups de cœur, ou des projets, ou des évolutions que vous voyez positives. Je reviens vers toi, Maud, si tu veux bien, sur les espèces en danger. Malheureusement, il y a encore, évidemment, des espèces en danger, mais il y a aussi parfois des zones de restauration de la biodiversité où les choses se mettent en place et où ça donne des signes encourageants. Est-ce que vous parlez de ça aussi au Congrès mondial de la nature de l'UICN? Est-ce que vous partagez aussi des bonnes pratiques pour voir que ici ou là, on a été en capacité à soit ralentir l'extinction l'effondrement de la biodiversité d'une espèce, ou quasiment, puisque c'est une des grandes tendances dont on parle de plus en plus, et on va en parler juste après cette table ronde sur l'agriculture, à régénérer des écosystèmes pour pas uniquement arrêter de les détruire. Mais voilà, partageons si vous voulez bien. Jacques, tu auras plein d'exemples avec tes fabuleux jeunes architectes de la Fondation, mais pas que. Mais voilà, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles à l'UICN, à Abu Dhabi, dont tu reviens à l'instant, Maud? La bonne nouvelle, c'est que quand on publie des listes rouges, la partie espèces définitivement éteintes est très marginale. Et vu l'état de dégradation de la biodiversité, ça pourrait être bien pire. Alors, ok, j'ai pas l'air de commencer par une bonne nouvelle, mais les indicateurs chiffrés nous donnent raison. On a 160 000 espèces analysées par l'UICN pour former ce fameux baromètre. On en a 327 qui sont définitivement éteintes. Et donc, définitivement éteintes, ça veut dire qu'on ne la retrouve plus dans la nature, on ne la retrouve plus dans des parcs animaliers, elle n'existe plus du tout, et à moins de faire du Jurassic Park moderne, elle ne existera définitivement plus. La bonne nouvelle, c'est que quand on met en place des plans d'action, des espèces qui étaient condamnées à disparaître peuvent être réintroduites, et parfois avec grand succès. Alors, un succès français, parce qu'on n'a pas besoin forcément d'aller à l'autre bout du monde, c'est le récent qu'on a obtenu collectivement avec les scientifiques, les centres de recherche, la LPO, les parcs animaliers, les collectivités locales et l'OFB, comme quoi l'équipe de France, ça marche, pour réintroduire le vison, avec un V, pas un B, le vison d'Europe, fin août, mammifère le plus menacé d'Europe, pratiquement éteint à l'état sauvage. C'est toujours difficile, il peut rester quelques couples, mais en tout cas qui ne permet pas la survie de l'espèce. Et ça a été 12 ans de travail, d'investissement financier, d'argent européen pour obtenir cette réintroduction. C'est une bonne nouvelle pour la France, c'est aussi une bonne nouvelle pour l'Europe, parce qu'il y a d'autres endroits où on a des espèces très proches qui, peut-être suivant le même protocole scientifique, parce qu'elles ont subi les mêmes dégâts prédateurs, baisse de l'alimentation liée au changement climatique, multiplication des infrastructures dans leur habitat naturel, qui ont aussi disparu sur leur territoire, qui vont peut-être, suivant le même protocole, être aussi réintroduites. Ça fonctionne à grande échelle. Avec par exemple l'antilope saiga, moi c'est mon exemple qui montre que les grandes COP et les conférences internationales, ça sert pas à rien. Il y a la COP biodiversité qu'on connaît, la COP climat, mais la COP développer ça. Oui, mais les COP, en fait, les réunions, vous connaissez tous la COP climat, on en a pratiquement une par an. Il y en a une aussi sur biodiversité, il y en a d'autres thématiques, plus thématiques, notamment la COP sur les espèces migratrices, c'est-à-dire des espèces qui franchissent une frontière, soit parce qu'on a fait des frontières artificielles à un moment donné, notamment en Afrique avec des règles, soit parce que en fait les espèces, elles se déplacent. Et cette COP, elle se tient, généralement personne n'en parle, ni la presse ni personne. On a peu de ministres qui y vont, mais ça donne des résultats extrêmement intéressants puisque ça permet de créer des corridors pour le déplacement des espèces. Et une des espèces qui est suivie, c'est l'antilope saiga, qui existait pratiquement plus. Aujourd'hui, il y en a plusieurs milliers d'individus parce qu'on a créé les conditions de son maintien, de sa reproduction et puis de sa migration. Donc, c'est des exemples positifs qui montrent que c'est possible. Mais ce qui est sûr, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que si on ne fait rien, si on ne met pas en place de plan d'action, si on ne restaure pas les zones humides, si on n'accepte pas d'aborder des sujets conflictuels, notamment en France, un débat entre les agriculteurs, les chasseurs,
les grands mammifères sauvages, on n'arrivera pas à restaurer la biodiversité. Moi, ce qui m'effraie toujours, parce que j'ai la chance de voyager en international, c'est que c'est quand même toujours très compliqué en Europe, pas qu'en France, et qu'on n'aurait jamais dû remettre en cause la Convention de Berne. On ne devrait pas avoir un secrétaire d'État qui vient d'être nommé, dont la première action consiste à décider d'aller à l'encontre de toutes les données scientifiques en matière de chasse et de décider l'abattage des loups. On n'a pas un état suffisant en matière de biodiversité pour se permettre d'atteindre plus le vivant. Donc des bonnes nouvelles, elles existent. Quand on investit du temps, de l'argent et aussi, j'espère qu'on pourra y revenir, des nouvelles technologies, tout n'est pas acheté dans l'IA, dans le travail, la reproduction génétique notamment, c'est ce qui a permis à certaines espèces comme pour le vison de pouvoir être suivi, qui n'aurait jamais pu, ça aurait jamais pu se faire à l'état naturel. Il y a des bonnes nouvelles, mais en tout cas, ça suffit pas s'il n'y a pas d'action politique. Oui, et puis ça veut dire aussi sortir, c'est compliqué, des approches dogmatiques ou radicales ou binaires et un peu réflexes sur certaines technologies ou sur certains schémas de pensée. Mais en gros, faut pas avoir peur d'affronter le sujet un peu cash avec les différentes parties prenantes dans une optique de recherche de solutions. Et quand on le fait, ça peut produire des résultats étonnants. Ça produit des résultats positifs. C'est ça. Je te voyais acquiescer, Patricia, tu voulais peut-être rebondir là-dessus. Oui, non, moi, je suis tout à fait d'accord. La bonne nouvelle, Jacques, c'est que sur l'engagement des jeunes, c'est pour la première fois, il y a eu plus de 10 000 participants à Abu Dhabi. Ça a été un succès incroyable. Et pourtant, Abu Dhabi, c'est pas à côté, c'est cher, c'est compliqué. Et donc, il y a eu énormément de jeunesse. Ça, il faut quand même le dire. Moi, je vais revenir sur les solutions. Tu as demandé une solution. Ce qui est extraordinaire dans la bio-inspiration, de biomimétisme, c'est que il y a des solutions à toutes les échelles. Il y a des solutions de pointe pour faire des appareils absolument extraordinaires dans de la très haute technologie. Puis il y a aussi des choses merveilleuses qui sont des solutions non pas fondées sur la nature selon la définition de Lucienne, mais des solutions inspirées par la nature et qui permettent d'apporter des solutions très concrètes, très immédiates et vraiment des solutions de survie. Là, je vais vous emmener au Sénégal. Le programme s'appelle Arjingen Araguna. Et en fait, c'est très simple, c'est que sur la côte ouest africaine, la plupart des petites pêcheries locales s'effondrent. Il y a une démographie galopante et quand on regarde la situation, on se dit, bon là, ça va pas le faire. La démographie est comme ça et les ressources sont comme ça. Donc on voit bien que ça va pas fonctionner. Et en fait, on s'est intéressé, nous, avec l'équipe de Veolia, de la Fondation Veolia et de l'Institut, parce qu'en fait, on a suivi les femmes. Parce qu'en Afrique, ce sont les femmes qui récupèrent le poisson quand il arrive sur la plage avec les pêcheurs. Et c'est elles qui vont faire toute la préparation et la commercialisation. Sauf que là, entre-temps, ils ont ouvert une usine de farine de poisson. Et ça, c'est vraiment la chose la plus... S'il y avait un combat à mener aujourd'hui, ce serait vraiment celui-là, parce qu'on est en train de détruire l'océan pour nourrir les chiens, les chats, les poissons, les poulets, les cochons. Enfin bon, c'est une catastrophe. Et donc, quand cette usine arrive, il n'y a plus un poisson qui va au marché ou qui va à l'intérieur des terres pour les enfants. Et donc, les femmes n'ont plus de travail. Donc, elles se sont lancées dans le maraîchage. Sauf que c'est pas les meilleures terres du monde. Et puis, on s'improvise pas fermier du jour au lendemain. Mais on s'est dit, si elles font du maraîchage, il y a de l'eau. Donc, on s'est approché de leur système et on a dit, bon, entre le moment où vous pompez l'eau bien froide, bien fraîche, parce qu'après, elle se réchauffe vite, malheureusement, on va vous faire des bassins tout en gardant tout ça pas cher du tout et très, très mobile. Parce que si un jour, il y a soit la guerre, soit la sécheresse, il faut qu'on puisse emmener ça rapidement ailleurs. Et donc, on fait des bassins en terre avec une bâche et on élève des poissons. Alors, des tilapias, c'est pas le meilleur poisson du monde, mais c'est le meilleur poisson du débutant. Donc, il faut des poissons robustes. Et puis, en fait, là, on a commencé un peu à compter les externalités positives. C'est un programme qui, aujourd'hui, au bout de quelques années, coche 10 objectifs de développement durable. Quand on commence à cocher 10, on commence à être dans la transformation. Donc, les poissons vont enrichir avec leurs excréments et l'eau du bassin. On leur apprend à pomper en prenant l'eau du fond du bassin près des sédiments et de faire du goutte à goutte. La plupart des femmes africaines n'ont pas accès à des systèmes bancaires. Donc on leur explique de surtout pas pêcher plus qu'il n'en faut, pas plus qu'il n'en faut pour nourrir leur famille, pas plus qu'il n'en faut pour aller vendre au marché. Et en fait, le bassin devient un peu leur compte en banque. Voilà. Et en fait, on leur apprend à élever les poissons en leur expliquant que l'oxygène est plus important que la nourriture. Et puis là, on s'est rendu compte que les alevins venaient de Chine, les petits alevins vivant dans des boîtes
arrivaient par avion de Chine. Donc, tu imagines le prix de l'alevin. Donc là, on a monté une écloserie. Et la dernière étape, c'est leur apprendre à faire l'aliment indépendant avec les restes de la ferme, les restes de la maison, les restes du marché et la biorémédiation des insectes. Voilà. Et on a commencé avec des femmes. Des groupements d'intérêt économique de femmes. On a commencé avec une ferme, aujourd'hui il y en a 10. Et la dernière ferme, c'est une femme extraordinaire qui l'a montée. Et en fait, elle a fait de cette ferme aquacole, donc maraîchage et protéines, donc protéines, vitamines, donc la base, pour faire une école pour les fils de pêcheurs. Parce que les pêcheurs n'ont plus accès à aucun poisson, parce qu'il y a les grands bateaux norvégiens et chinois, après il y a les petites flottilles, et voilà. Donc il n'y a plus un poisson qui passe. Et les gamins, la plupart du temps, ils sont obligés d'aller très très loin, avec des bateaux qui ne sont pas faits pour ça. Il y en a encore qui ne savent pas nager. Et donc, ils se disent, quitte à mourir, autant traverser, quoi. Et on ne peut pas laisser des générations entières comme ça, sans espoir et sans solution. Et cette femme a transformé cette ferme-école. Et je peux vous assurer que quand vous voyez au Sénégal, on est à 1 heure de Dakar, mais on est vraiment très loin en termes d'accès à beaucoup de choses. Et quand vous voyez tout simplement ces femmes travailler ensemble, les entreprises étrangères qui viennent avec des scientifiques, enfin, on est dans le carré magique, hein, la science, l'entreprise, les ONG et l'institution. Et on arrive, les solutions existent. Et le plus important, si j'avais un message peut-être aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on arrive à changer notre mentalité. Il faut faire des petits projets. Et si vous avez besoin de plus de poissons, vous ne faites pas une plus grosse ferme, vous faites une ferme plus loin. C'est comme les cellules de votre corps. Là. Il faut rester dans le petit, dans le concret, dans le pas cher et dans l'efficace, inspiré par la nature. Et dans le maillage, la vie d'une mosaïque. Voilà. Oui, toujours adapté localement. Merci beaucoup, Patricia, pour ce beau témoignage. Merci beaucoup. Je ne peux que rebondir une seconde pour vous encourager très très vivement à aller écouter tout à l'heure Nadège Payet qui va vous présenter un projet incroyable qui s'appelle My Oasis, MAI Oasis, c'est au Cap-Vert. Ça a été impulsé par quelqu'un qui s'appelle Raphaël Colucci, qui est de l'Hérault, là juste à côté, où après 13 ans de sécheresse totale, c'est-à-dire pas une goutte d'eau, ils ont réussi à réintroduire de l'agriculture ultra économe en eau, avec 20 pratiques ancestrales qu'ils réenseignent pour redévelopper, comme tu viens de le dire, de l'économie locale adaptée. Ils ont aujourd'hui une végétation luxuriante, c'est juste stupéfiant. Et ils expliquent à travers ce projet qui m'a été suggéré par Christian Vanier du Forum Météo-Climat, l'association de Jean Jouzel qui est partenaire de l'événement. Merci Christian de m'avoir signalé ce projet. Donc on a donné une tribune à May Oasis. C'est assez fou. Et ils expliquent, pour terminer, que l'agriculture de demain, et notamment dans ces zones arides, doit être une culture de l'eau. Très, très important. Jacques ou Gilles, comme vous voulez, si vous avez des petits coups de cœur ou des projets à partager, si tu veux, je peux montrer tes quelques slides, si tu veux, Jacques, parler de tes jeunes ambassadeurs. Mais voilà, des choses qui nous encouragent, vous enthousiasment et qui nous permettent de dire aussi que tout n'est pas foutu, loin de là. Finalement, notre avenir dépend de nous. Et il y a plein de gens formidables qui font des trucs incroyables. Donc, qu'est-ce qui vous plaît dans ce que vous voyez autour de vous et quelles sont vos petites recommandations? Non, moi je crois qu'en effet, il faut être conscient, comme Gilles l'a très très bien expliqué, pour justement trouver des solutions, être positif. Ça peut paraître paradoxal. Il faut vraiment s'imprégner d'une situation dans laquelle nous sommes actuels, qu'a très bien défini Gilles. Plus on aura conscience de cette... c'est le paradoxe, plus on aura conscience de cette situation, plus, je pense, hein, c'est ma naïveté, il y a une jeunesse qui est là, qui est prête à rebondir pour trouver des solutions. Moi, je le constate, Patricia l'a dit, à travers Abu Dhabi, ce congrès, à travers ma fondation, en toute humilité, je vois à travers le monde, on a 150 pays représentés dans cette fondation. C'est incroyable, en l'espace de 15 ans, le bond qui a été fait. Donc, il y a des solutions progressives, complexes. Patricia a parlé de l'intelligence artificielle, et c'est clair que l'intelligence artificielle accélérera
cette connaissance. Plus on aura de connaissances, plus on aura de transversalité dans les disciplines et plus on trouvera des solutions. Et plus on aura un réseau mondial, c'est ce qu'on essaye de faire à travers cette fondation à l'Institut de France, plus on aura un réseau mondial à travers les jeunes, encadré évidemment par un certain nombre de professeurs ou d'institutions, plus on trouve des solutions. Voilà, donc les solutions sont à des échelles en architecture, en urbanisme, dans les cadres de vie, à des échelles très complexes, du petit territoire au grand territoire, des différentes zones climatiques, des différentes zones culturelles. Par exemple, là, on voit des solutions toutes simples. Le génie de la nature à travers la mangrove, comment, voilà, qu'est-ce que la mangrove apporte dans ces grandes zones climatiques et dans ces zones de la montée dans les deltas de la montée du niveau des océans, dans la biodiversité, un réensemencement par rapport justement à ces zones qui sont de plus en plus dévastées, touchées par les changements climatiques. Donc il y a des jeunes architectes, biologistes qui se mettent en équipe pluridisciplinaire, océanographes, qui proposent des solutions à travers des imprimantes 3D. Voilà une autre solution d'Olivier Bocquet sur des récifs artificiels. Donc on voit apparaître des projets extrêmement concrets, prospectifs, comme celui-ci au Japon, sur le réensablement des zones côtières, de trouver donc des solutions à partir de la biodiversité, encore une solution, voilà, trouver des architectures qui s'adaptent non seulement à des zones climatiques, mais dans des peuples de pêcheurs. Donc, à travers, on a parlé d'aquaculture, Patricia a parlé d'aquaculture. Voilà, donc il y a des solutions aussi sur les récifs, sur les zones des récifs artificiels. À travers l'électrolyse, pareil, on peut trouver des solutions. Voilà, et puis des projets beaucoup plus prospectifs, c'est-à-dire la connaissance de ce monde marin. On connaît très peu de choses dans la diversité de sa biodiversité, justement. Voilà, c'est immense. Alors, et puis, il y a l'avenir au-delà de la Terre. Là aussi, les jeunes architectes s'intéressent de plus en plus sur la conquête spatiale. Et c'est vrai que le biomimétisme, la bio-inspiration dans la technologie, dans le comportement de l'homme, dans l'architecture, apporte énormément une réflexion, un imaginaire. Donc, ouvre les champs des possibles sur ces grandes aventures humaines de demain, en parallèle de toutes ces problématiques qu'on vient de soulever. Voilà encore un autre projet, donc bionique, sur une station spatiale. Donc vous voyez que la réflexion qui est à différentes C'est vraiment échelles... captivant. Pardon ? Je dis c'est captivant. Merci beaucoup, Jacques. Non, et c'est surtout que c'est inspiré de technologies existantes. Ça a l'air d'être totalement utopique, mais c'est une projection de technologies existantes qui n'ont pas encore été poussées à bout, mais il y a une base concrète, quoi. C'est ça qui est fascinant. Non, je voulais pas t'arrêter dans ton élan, Jacques. Je disais que c'était. Moi, j'ai la chance d'assister chaque année à ce concours de projet. C'est vraiment captivant. Eh bien, quand on voit, on va remettre les prix pour la 15e fois le 26 novembre donc prochain. Il y a déjà, à travers ces réseaux de juniors ambassadeurs à travers le monde, dans 150 pays, il y a 70 jeunes, minimum 70 jeunes qui viennent des 4 coins du monde pour justement échanger le 26 novembre à 18h à l'Institut de France. Ils viennent du Japon, d'Australie, du Costa Rica, du Mexique. Et vraiment, ce réseau qu'ils ont monté au niveau mondial est extraordinaire. Extraordinaire. Et ça, c'est très positif. Mais on les engage, comme j'ai dit préalablement, à prendre conscience de ce qu'a dit Gilles Boeuf. Il faut ne pas avoir peur, au contraire, il faut ne pas avoir peur de la réalité. Voilà, il faut avoir des rêves, il faut que ces jeunes aient des rêves, mais avec des rêves pragmatiques pour bâtir ce futur. Non, merci beaucoup. On peut applaudir Jacques Rougerie qui œuvre depuis tant d'années et qui
Et qui, c'est très important, associe à tous ces projets un fabuleux imaginaire. Tu parles souvent de nos rêves, c'est très important. Moi, je le vois depuis pas mal d'années sur les enjeux climat et biodiv dont on parle. Il faut aussi reparler de tout ça sous l'angle de la désirabilité. C'est pas juste nécessaire, c'est pas juste une sorte de devoir moral que certains voudraient pas entendre, etc. C'est surtout très réjouissant, désirable. C'est aussi, Emmanuel Delannoy en parlait un peu tout à l'heure, la force de la bio-inspiration et du biomimétisme pour parler de biodiversité dans les entreprises. La nature est bluffante et géniale. Et en fait, souvent, les idées bio-inspirées, elles démarrent des connaissances scientifiques, des connaissances du vivant, mais la star, c'est le vivant. C'est pas le produit ou l'innovation. La star, c'est le vivant. Et une fois que vous avez montré à quel point c'est génialement mis au point, quand vous regardez un oiseau, c'est un avion de 150 millions d'années de R&D. Voilà. Le vivant, c'est les plus belles boîtes du monde. C'est les plus belles boîtes du monde. Donc, je voudrais qu'on remette la slide, s'il te plaît, Elodie, de Sea Orbiter, parce que je voudrais quand même, Jacques, que tu nous dises un mot sur ce projet fou Sea Orbiter que tu portes, et qui est en train de c'est un vieux rêve. De connaître un Patricia nouvel et élan. Gilles, qui m'ont accompagné depuis maintenant au moins 20 ans, disons, à réaliser à m'accompagner à vouloir réaliser ce projet. Non, l'immensité des océans est tellement vaste, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 71%, vous le savez, de la surface du globe, mais c'est 3,7 km d'épaisseur sur 71% de la surface du globe. Une biodiversité incroyable, beaucoup plus importante que sur Terre, qu'on ne connaît quasiment pas. Donc Gilles en parlera beaucoup mieux que moi. Et donc on imagine on est au balbutiement, on est devant la grotte de Cro-Magnon. Dans la connaissance de l'océan, on est au balbutiement de cette grande aventure humaine, et il faut apprendre à comprendre ces mécanismes complexes que représente la biodiversité océanique. Et pour ça, il faut une permanence sous l'eau, dans ces grands courants océaniques. Voilà, donc on arrivait suite aux expériences qu'on avait fait d'habitat sous la mer, et notamment avec Henri Germain Delauze ici à Marseille. Et, les Marseillais ont oublié que la première maison sous-marine faite par Cousteau a été faite au large de Marseille, au Frioul. Voilà, donc après on a fait Hippocampe 1, Hippocampe 2 avec la Comex au large de Frioul, et chemin faisant, on était sédentaire dans la connaissance, donc encore un territoire très, très restreint de connaissances. La plongée sous-marine, c'est des territoires extrêmement restreints dans cette immensité de l'océan. Donc il fallait imaginer, comme la station ISS de l'espace, des engins. Tara, quand on voit l'aventure Tara, c'est extraordinaire le travail qu'ils font à travers les océans, mais c'est la permanence de l'homme, des femmes sous la mer, dans cette connaissance de la recherche, de la quête de l'aventure humaine, de comprendre ces mécanismes complexes. Et c'est le fait d'être 24 heures sur 24 sous la mer, d'observer, d'écouter, c'est irremplaçable. Donc des Sea Orbiter, il devrait y en avoir des centaines, vu l'immensité. Donc ce prototype dont je rêve, dont on rêve avec Gilles depuis longtemps, parce qu'il m'a vraiment, vraiment aidé dans les comités scientifiques. C'était pas leur mode opératoire, et je le comprends. Hein, je me prends pas pour un mal-aimé. Non, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai que ce n'était pas dans les modes opératoires des scientifiques de l'époque, sauf Gilles Boeuf, il y a 25 ans, il y a 20 ans, qui avait compris ce que représentait un tel engin. Voilà, donc c'est une base vie permanente sur des longues durées dans ces grands courants océaniques. J'espère que bientôt, on verra le jour de Sea Orbiter. Aujourd'hui, Ariel Fuchs, qui est le directeur scientifique de Sea Orbiter, est en Chine pendant une semaine. On discute avec les Chinois depuis l'UNOC. La Chine est très engagée dans ce programme Sea Orbiter aux côtés de CMA CGM. Donc j'espère qu'on verra le jour très vite, et que Gilles et Patricia, et avec toi bien sûr, vous embarquerez avec nous. Merci, bravo Jacques.
Je voudrais qu'on salue et qu'on nomme Jean-Louis Etienne aussi, qui est un explorateur scientifique absolu. Et on a la chance d'avoir le Polarpod Ibus, le bus Polarpod de l'expédition en Arctique, qui est là sur la terrasse du Pharo à Biomime Expo, avec Clément Lepotier, le médiateur scientifique, qui est là toute la journée pour vous expliquer ce fabuleux autre projet. Tu appelles cette flotte de projets océanographiques, c'en est un. Il en fait partie. Oui, Gilles. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles? Qu'est-ce qui t'enthousiasme? Plein de choses. Je vous ai dit, c'est trop tard pour être pessimiste, ça sert à rien. Hein. Par contre, il faut clairement savoir qu'on a quand même aujourd'hui un environnement extrêmement hostile à ces développements-là, et donc il faut qu'on en tienne. Au niveau politique, ça c'est fait. On manque de scientifiques dans les endroits politiques, hein, ça c'est clair. Donc ce que je veux dire, c'est que je vais comme prendre un exemple qui m'horripile en ce moment, c'est le sauvetage de l'anguille. Quand j'avais 10 ans, l'anguille en Europe de l'Ouest, tous les fleuves d'Europe de l'Ouest faisaient plus de la moitié de la biomasse de tous les poissons. Aujourd'hui, c'est 1%. Et qu'est-ce qu'on me fait récemment? Je me dis, il n'y a plus de gouvernement. Donc, les ministres ne vont pas prendre de décision. Hein. On a encore un quota de pêche à la civelle. Le bébé anguille, la civelle, la pibale, c'est 700 petits poissons au kilo. Le quota autorisé par l'État, c'est 65 tonnes, 65 000 kilos. Et on me fait un cadeau somptueux la semaine dernière. Gilles, on t'a écouté. On passe de 65 à 55 tonnes. De qui on se fout? C'est là qu'il faut qu'on se batte. Donc il faut être réaliste là-dessus. Hein. Et comment on a fait? Eh bien, je suis allé voir mes copains cuisiniers. Et avec Thierry Marx, avec Olivier Rollinger, avec Cotonceau à La Rochelle, Pierre Gagnère, on a appelé les chefs cuisiniers. 4000 chefs cuisiniers ont supprimé dans les 4 ans écoulés l'anguille de leur carte. Si c'est pas positif, dites-moi ce que c'est en fait. Alors on vient râler, donc c'est ça c'est pas possible. Tous nos migrateurs en ce moment sont en train de disparaître en France. Hein. J'ai un gros projet sur la Dordogne et sur les fleuves des Pyrénées, la lamproie marine, l'espadon européen, l'esturgeon européen, il a disparu. On n'en parle pas, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il n'en reste même pas 200 dans la nature. Hein. C'est pire que le vison, hein, l'esturgeon. On a en ce moment le saumon atlantique, la truite de mer, les aloses qui s'en vont. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et on laisse introduire un poisson comme le silure en ce moment, par exemple, donc législation encore, qui nous bouffe tout. Alors, aspect positif, oui. Hein, moi, gamin, je rêvais de cigogne, j'en avais jamais vu élevé à la pointe bretonne, il y en a partout. Hein, les spatules blanches, il y en a partout. Aujourd'hui, on a beaucoup d'oiseaux migrateurs qui restent chez nous. Les rôliers d'Europe sont là en permanence. Donc, on a effectivement des choses très concrètes que l'on voit aujourd'hui, parce que justement, comme disait Mo tout à l'heure, on a mis des zones en protection, en observation. Mais la question, c'est comment est-ce que là-dessus, l'avenir, qu'est-ce qui nous prépare là-dessus? Hein, qu'est-ce qu'on va faire de tous les groupes qui jouent au niveau associatif? 2 millions d'emplois, le monde associatif en France. Hein. Il est très menacé aujourd'hui. Alors, la plus belle entreprise de la vie, contrairement à ce que vous faites, vous, hein, eh bien, c'est la vie. De la Terre, c'est la vie. Alors, la vie est un peu plus ancienne. Maintenant, on est remonté à 4,2 milliards d'années. Il paraît qu'on a gagné 400 millions. Semaines, là, 4,2 milliards d'années. Alors, on n'a pas les fossiles de l'époque, mais on a des traces d'activité organique dans les sédiments. Le carbone est d'origine organique. Et puis, en l'humain, alors tout à l'heure, tu parlais de 250 000. On a 330 000 aujourd'hui au Djebel Iroud au Maroc. Donc, c'est vrai. On est là depuis une petite portion du temps. Comment cette espèce-là a-t-il pris cette importance? Donc, dans nos communications... Sur 1000 pages de livre de la vie, oui. Nous sommes les 2 dernières lignes de la 1000e page. Mais on fait beaucoup de dégâts, je trouve, pour ces deux petits millièmes apparus à la fin. Donc, simplement, on garde confiance, évidemment. Hein. On se bat, on est en combat, clair. Et je dirais, une chose qui m'a beaucoup plu récemment, j'étais à Cherbourg, on faisait l'appel pour l'océan. Le président Macron était là, et une jeune fille, toute mignonne, vient me voir à la fin de la conférence. Mais professeur, vous dites des choses vraiment terribles. Mais je pars avec le sourire. Voilà. C'est ça qu'il faut qu'on réussisse à faire aujourd'hui. Donc c'est surtout ne pas nous apitoyer sur notre sort. Pourquoi le vivant a-t-il duré aussi longtemps? Il a tout connu bien pire que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Hein. Un océan gelé jusqu'au fond, un océan à 50 degrés à une époque. Hein. Il est toujours là. Parce qu'en permanence, l'océan a accepté de changer. Et nous, on ne change toujours pas. Donc croire, je vais terminer là-dessus, qu'en abîmant l'environnement, on ne sera pas malade, on ne mérite pas le nom de sapiens, hein, si on reste dans cet état d'esprit-là. Et puis deuxièmement, hein, il faut qu'on accepte de changer. Dans quel sens, comment? Et le biomimétisme qu'on a évoqué ici, et les questions de sciences participatives, c'est auxquelles je tiens beaucoup, hein, politiques et scientifiques, ont un rôle à jouer là-dedans. Donc nous sommes en guerre, nous sommes en combat aujourd'hui. Je terminerai en disant qu'un bébé humain, c'est 3/4 de flotte. Un intestin humain, il contient plus de bactéries que toutes les cellules d'un corps humain. Un vagin, c'est 400 espèces de bactéries différentes chez les femmes qui sont là. On arrête de se foutre de tout ça, en fait. Hein. Et je finis sur mes levures, qui sont mes chéris, autant en mer que sur terre. Et bien, sans levure, pas de pain, pas de vin, pas de bière, pas de fromage, pas de français.
Merci Gilles. Allez, il nous reste 7 minutes. Je voudrais que vous ayez 1 ou 2 minutes chacun pour nous encourager pour la suite ou nous livrer une lueur d'espoir, mais plus qu'une lueur, ou un encouragement, ou encore une fois un coup de cœur sur cette idée de destin lié, de communauté de destin avec le vivant qui nous entoure. C'est soit une anecdote qui vous est arrivée, soit un projet à qui vous voulez donner un petit coup de projecteur. C'est improvisé. Mais je voudrais bien. Alors Gilles, tu viens de parler. On va prendre nos trois coéquipiers de la table ronde. Puis on verra s'il nous reste 30 secondes à la fin pour toi. Patricia, est-ce que tu as un mot à nous dire, un dernier mot? Moi, je voudrais partager un rêve parce qu'il y a 2 mots qui vont bien ensemble, c'est la connaissance et la paix. On n'a qu'à voir ce qui se passe sur la science en ce moment et comme l'état du monde. Et moi, mon rêve, ça serait qu'un jour, dans toutes les écoles du monde, on inverse la façon de faire. En fait, il faut qu'on inverse beaucoup de choses. Il faut vraiment faire dans l'autre sens. Et je voudrais qu'on apprenne le vivant, la science et l'histoire de la vie avant les sciences humaines. Je voudrais qu'on revienne aux sciences fondamentales dans l'école, dans les petites classes, et qu'après on parle des sciences humaines, parce que sincèrement, la vie c'est universel. La biologie, elle est partout pareil sur la planète. On aurait la possibilité de créer une connaissance commune pour nos enfants, pour qu'ils comprennent enfin la beauté de la planète sur laquelle ils vivent. Et si on pouvait juste leur donner le mode d'emploi de la maison, dans tous les pays, de tous les genres, de tous les... Voilà, le vivant, c'est un langage commun. Et si on pouvait l'apprendre à tous nos enfants, ça, je pense que ça serait... Belle idée. On va rester sur les rêves. Je rebondis 1 seconde avant Jacques pour dire, je vous encourage, mais alors absolument. On a la chance d'accueillir, parce que je les ai vus à l'UNOC, à la Baleine, à Nice, une association qui s'appelle les Petits Débrouillards. Et ils ont fait un travail de table pédagogique avec l'IRD. Et ils sont là. On leur a offert une 50aine de mètres carrés pour qu'ils viennent avec leur table. J'avais vu les tables à la Baleine. Je leur ai dit, mais c'est génial. Est-ce que vous voulez bien venir à Biome Expo à Marseille? Et franchement, allez vous asseoir à la table. C'est génialement pensé. Outils pédagogiques, des quiz, des questions-réponses. Des petites cartelettes en bois, etc. Ça s'appelle Notre Mère Méditerranée. Donc, allez vous asseoir à la table de l'école de la vie des petits débrouillards. On continue sur un rêve, Jacques et Maude, si vous voulez bien. Alors, je ne sais pas si c'est un rêve, mais en tout cas, c'est une lueur d'espoir. Moi, je regardais avec un intérêt distancié toutes les questions d'IA, en me disant oh là là, c'est mon côté boomer. Oh là là, ça c'est pour les plus jeunes, mais j'ai pas confiance. Et moi, j'ai vu les 7-8 derniers mois, une accélération sur le traitement de la connaissance qu'on n'arrivait pas forcément à gérer comme scientifique, parce que Patricia l'a un peu évoqué, mais ce qu'on a besoin, c'est d'avoir plus de données scientifiques, pas pour faire des collections, mais pour juste mieux comprendre de façon accélérée, plus vite, et arriver à mettre en interconnexion. Pas assez de moyens financiers, pas assez de temps humain. Et donc, on a réussi à faire des progrès très rapidement sur le traitement de connaissances. Deuxième chose, aujourd'hui, cet espoir dans la surveillance, notamment par exemple avec l'IA des territoires très compliqués, des territoires en guerre en Afrique, ça permet d'anticiper les endroits où les trafiquants vont aller abattre des animaux. Moi, je travaille depuis plus de 15 ans maintenant sur la question de la viande de brousse. On le fait à l'UICN, au comité français avec Emmanuel Delannoy. On prêche à vide. On essaie de convaincre des entreprises qui veulent pas changer de modèle économique, des États qui veulent pas changer leurs règles. Et en fait, la seule solution, c'est d'agir à la source. On peut agir en aidant les populations et on peut agir en détectant plus rapidement. Et aujourd'hui, avec des données satellitaires, on arrive à suivre de façon anticipée les déplacements des trafiquants et pouvoir faire intervenir les gardes de l'environnement, les gens qui se battent dans les parcs avant même que les animaux soient abattus. Ça, c'est quand même des progrès sur lesquels je n'osais pas rêver il y a même 5 ans. Et puis, la dernière dimension, c'est la baisse du coût aujourd'hui, par exemple, du séquençage génétique. On a eu cet été, enfin un peu avant l'été, la publication du rapport de l'UICN qui indiquait que sur les girafes, on a réévalué l'espèce girafe. On n'en a pas une, mais on en a 4. Gilles le raconterait 1000 fois mieux que moi en vous faisant rêver. Mais en tout cas, ça a une incidence directe parce que ça veut dire qu'on ne risque pas de déplacer des espèces en les mélangeant avec d'autres, puisqu'on croyait avant qu'il n'y avait qu'une espèce de girafe avec des sous-espèces. Maintenant, il y en a 4. Donc, on traite différemment la question de la protection et ça permet d'avoir des données plus fiables. Donc, je ne crois pas en la science pour la science, mais je me dis aujourd'hui qu'avec une baisse du coût du travail scientifique et d'autres
d'autre part des moyens accélérés, on va pouvoir trouver des solutions qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Il ne faut pas faire comme le climat. C'est pas se dire, ouh là là, on a une solution technique, on va l'appliquer partout, ça ne marchera pas. Mais par contre, l'utiliser comme un appui aux scientifiques, c'est plus un rêve, c'est déjà une réalité. Et je pense que peut-être l'année prochaine, on aura des bonnes nouvelles à donner grâce à ça. Génial, super. Merci beaucoup, Maude. Même avant l'année prochaine, à 14h, on va avoir une table ronde pendant 45 minutes sur IA et Biodiv. Non, mais c'est chouette que au nom de toi, mais aussi de l'UICN, on se dise, tiens, finalement, l'IA pourrait être un fabuleux outil de développement de la connaissance pour protéger la biodiversité. On termine avec toi, Jacques. Bah moi, le problème, c'est que j'ai tellement de rêves. C'est ça. Alors, comment déjà, il y a un certain nombre de rêves qui ont été exprimés que je partage complètement. Moi, mon rêve, c'est de retrouver ces moments de mon enfance. Je suis pas un passéiste, hein, je regarde vers l'avenir, je regarde pas derrière. Je me nourris du passé, mais je regarde pas derrière. Mais je me rappellerai toujours quand j'étais en Afrique, puisque j'ai commencé par ça, donc je termine par l'Afrique, qui m'a beaucoup marqué, justement sur sa biodiversité. Mais le rêve où je voyais mes camarades africains de 5-10 ans, le matin, ils se réveillaient toujours avec le sourire, alors que c'était très complexe pour eux, dans la nourriture, dans leur mode de vie. C'était dur, extrêmement dur. Mais tous les matins, ils avaient le sourire et ils m'apportaient ce sourire. Et j'aimerais retrouver cette jeunesse à travers le monde avec un sourire, quelles que soient les difficultés, la complexité du monde, des changements, de ce basculement du monde. Et je pense que c'est la jeunesse. Plus on accompagnera, plus on écoutera, plus on les mettra en valeur, avec leur naïveté, avec leur sensibilité, et plus on trouvera des solutions. Voilà, faisons confiance à la jeunesse, c'est eux qui nous accompagnent, non pas l'inverse. Merci beaucoup. Le sourire et la jeunesse, merci beaucoup. Alors je lance le défi que nous propose Jacques pour que chacun et chacune d'entre vous, lorsque vous allez vous croiser dans les allées de Biome Expo, souriez-vous et parlez-vous et tout ira très bien. Allez, un grand merci à nos 4 intervenants. Merci beaucoup. Merci beaucoup.